Bonjour professeur Toussaint, vous êtes professeur en physiologie à l'université de Paris-Descartes. A-t-on peur de déconfiner ? Oui, manifestement, et on l'a d'autant plus qu'on ne prend pas en compte l'ensemble des éléments qui sont actuellement observables. Le point le plus important, me semble-t-il, tient compte de deux facteurs essentiels dans cette progression. Le premier, c'est la saisonnalité. Le deuxième, c'est l'immunisation. Ce premier point de saisonnalité fait que nous avons connu une phase au printemps dans toute l'Europe, qu'elle est ensuite passée dans l'hémisphère sud et qu'elle revient avec des critères qui dépendent essentiellement de la température. Le deuxième, c'est qu'on voit en France, en Europe et dans la plupart des pays des phases très différentes dans les régions qui ont été très touchées au printemps et qui le sont 2 fois moins maintenant. C'est le cas du Grand Est, c'est le cas de l'Île-de-France également, de certaines régions, et d'autres qui vont être touchés 6 à 7 fois plus que ce n'avait été le cas au printemps. C'est le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le cas de la Loire, de la Haute-Loire, et d'un grand nombre de départements qui voient leur taux d'hospitalisation, de réanimation et de décès actuellement beaucoup plus élevé que celui du printemps. Et quoi, on serait immunisé dans les régions les plus touchées à la Eh bien, première c'est phase ? la question qu'il faut poser, y compris en Europe, où on voit que les pays de l'Est, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, sont actuellement sur la même phase, très décalés par rapport à ceux de l'Europe de l'Ouest. Et donc, il se pose la question qui est maintenant posée au niveau des instances scientifiques françaises et européennes, savoir quelle est la part de cette immunisation collective qui expliquerait ce ralentissement dans les zones les plus touchées du printemps. Professeur Megarban ? Oui, je suis tout à fait d'accord sur, on va dire, ce qu'a avancé Jean-François. Donc effectivement, l'immunité a un rôle. D'ailleurs, on ne sait pas exactement quelle immunité. Il y a l'immunité spécifique contre le virus que l'on teste avec les tests sérologiques. Il y a aussi probablement l'immunité naturelle, peut-être acquise à des coronavirus identiques, qui peut jouer. Donc, c'est un point important. Même si, je pense, malgré ce deuxième rebond épidémique, l'immunité directement acquise au contact de ce SARS-CoV-2 restera malgré tout encore relativement basse et ne dépassera pas 20%. Alors, je dirais, ce qui change par contre très clairement entre les deux pics épidémiques, c'est les moyens de prévention qu'applique la population, notamment le port du masque que l'on n'avait pas avant et que l'on a désormais, et puis la meilleure connaissance épidémiologique. Avant, on était en aveugle total, donc on a eu tellement peur qu'on a tout confiné, alors que là, on peut mesurer, mieux prédire les choses et donc probablement plus facilement réduire les mesures de confinement. Professeur Toussaint, vous regardez ces chiffres avec nous, ça veut dire que Noël ressemblera à quoi ? Bien écoutez, c'est toujours assez difficile de se projeter. On voit que les modélisations à 8 jours, 15 jours ont encore un seuil d'efficacité. Au-delà, c'est extrêmement difficile. En particulier, j'en veux pour preuve le taux de décès qui ont été proposés par ces estimations, ces simulations, ces modélisations qui se montaient à 400 000 décès. C'est le chiffre qu'on a entendu dans l'allocution du président de la République il y a 15 jours. Or, au taux actuel de létalité et de transmission avec ces fameuses variations du R qu'on vient de voir, il faudrait que 100 millions de Français soient contaminés pour arriver au chiffre de 400 000 morts. 100 millions de Français, nous ne sommes que 67 millions. On comprend là qu'il y a un certain décalage lorsque l'on annonce des chiffres qui vont avoir cet impact majeur sur la population, avec tous les risques qui vont encourir derrière. J'ai du mal à vous suivre. Je veux simplement dire 400 000, par là, c'était dans la perspective, si je me souviens bien. Je veux simplement dire par là que ces modélisations se trompent, une fois de plus, puisque nous ne sommes pas 100 millions de Français, et donc que le chiffre qui était sorti n'était pas en relation avec la réalité. On va prendre le temps. Professeur Toussaint, avec les données dont vous disposez, a-t-on une bonne raison de ne pas déconfiner dès aujourd'hui ? Mais écoutez, il y a plusieurs raisons qui permettraient de le faire. On aurait un certain nombre d'éléments sur la progression de l'épidémie, sur le fait et la dépendance à un certain nombre de ces grands facteurs dont on parlait tout à l'heure, la saisonnalité, l'immunisation qui progresse, c'est la raison pour laquelle on a une telle différence entre les régions comme les départements comme la Loire, la Haute-Loire, la Savoie, qui ont des taux qui s'accélèrent actuellement, alors qu'en Île-de-France ou dans le Grand Est encore plus, les taux actuels sont 2, 3, 5 fois inférieurs à ce qu'ils étaient au printemps. Et donc il y a bien la question d'une immunisation collective qui se fait. Ceci montre que l'évolution dépend beaucoup plus de ces grands facteurs que
du facteur de confinement, dont je rappelle qu'il n'est pas lié, quand on regarde la totalité des pays du monde, une étude sera à paraître la semaine prochaine qui le démontrera, le confinement n'est pas lié à la mortalité finale. Donc, on voit 2 exemples à cela. Le Pérou, qui a confiné pendant 6 mois, a le taux le plus élevé de mortalité de toute l'Amérique du Sud. Et à l'inverse, un pays comme la Corée du Sud, qui n'a pas confiné, qui a choisi d'autres méthodes depuis le mois de janvier, dès le début, dès la première fenêtre de tir, elle n'a pas confiné et a le taux l'un des plus faibles au monde, avec 500 décès pour 41 millions d'habitants. Vous affirmez aujourd'hui que le confinement n'a pas d'impact sur la mortalité? Le confinement, dans cette étude, la sévérité du confinement, l'intensité du confinement n'est pas associée à la mortalité finale sur les 9 premiers mois de l'année 2020. Mais ça, c'est majeur aussi de limiter la circulation du virus. Vous en conviendrez, professeur Toussaint? Bien sûr que c'est un point important, et on a vu qu'il y avait une fenêtre de tir. Quand on disait au printemps, il pourrait ne pas y avoir d'évolution, on sait qu'il y a 4 pays qui ont connu une seule phase. Ce sont 2 îles, Taïwan et la Nouvelle-Zélande, Oui. qui ont, pour l'une, décidé de confiner en fermant les ports et les aéroports dès le mois de janvier, puisqu'ils mettent l'alerte au 31 décembre 2019 à l'OMS, et pour l'autre, de confiner à plusieurs reprises. La Chine et Singapour sont les 2 autres. La Chine a réduit la totalité de ses entrées sur son territoire et finalement s'est isolée, comme les Taïwan, comme les Nouvelle-Zélande, comme les Singapour. Et à partir de là, on voit qu'il y avait, dès le début de cette phase de janvier et de février, une fenêtre très courte, sur laquelle on pouvait éventuellement espérer avoir un effet avant que le virus se diffuse de manière explosive en février et en mars. Et ce que l'on voit à partir de là, c'est que, si vous voulez, des pays qui ont pris cette option-là et qui l'ont maintenue pendant toute l'année 2020 ont réussi à maintenir ces taux extrêmement bas. Par contre, l'Europe, et c'est une très belle étude phylogénétique, une étude qui permet de voir toutes les mutations de toutes les souches virales qui sont allées ensuite se répandre dans le reste du monde, eh bien cette étude montre que c'est l'Europe qui a été finalement le continent le plus propagateur, parce qu'au moment où elle avait raté cette fenêtre de tir de février. À partir de ce moment-là, on a vu des souches qui sont parties en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, et qui sont même retournées en Asie. Donc on a cet effet de continent super propagateur, qui est celui sur lequel, à partir du moment où on n'avait pas, parce que ce sont nos règles, c'était notre histoire, c'était ce que Schengen nous donnait, cette île était impossible dans les esprits et impossible à réaliser politiquement sur cette phase de février. À partir de ce moment-là, ces recontaminations ont concerné le monde entier. Alors, pour que les commerçants acceptent une mesure, il faut qu'ils comprennent. Ce que dit Jacques Bedos, il a raison, je voyais acquiescer, professeur Toussaint. Au fond, est-ce qu'on fait plus circuler le virus si on ouvre les commerces? Absolument. Il a raison, parce qu'une épidémie, c'est un phénomène naturel. On ne peut pas rendre les gens responsables d'un phénomène naturel. On ne reproche pas aux Japonais les tsunamis qui sont régulièrement sur les côtes japonaises. Par contre, de pouvoir s'adapter est un élément majeur. Or, ce que nous dit Jacques Bedos, c'est un des éléments des fractures à venir liées aux effets de long terme du confinement. Le premier, c'est un effet économique majeur. On ne peut pas rendre les commerçants, les gérants de salles de sport, les artistes responsables de l'épidémie qui est en cours. En voir aussi la limitation des points, si les gestes sanitaires, si l'ensemble de la distanciation physique, qui est simple à mettre en œuvre, est à ce point importante, et c'est là où on se rejoint, c'est les points sur lesquels on va avoir des effets importants à mettre en place, et donc de pouvoir permettre cette réouverture. Le deuxième point, c'est un effet secondaire sanitaire, sur lequel les gens ne viennent plus par cette angoisse, par cette crainte d'être contaminés dans le milieu hospitalier ou dans le système de soins, ne viennent plus, et la Ligue contre le cancer vient de dire quels seraient les dizaines de milliers de décès prématurés supplémentaires qu'on va avoir dans les années à venir. Puis un troisième risque, c'est celui d'une dégradation des conditions, des inégalités majeures, par exemple dans le domaine éducatif, parce que si les étudiants ne peuvent plus avoir les petits jobs le soir pour pouvoir payer leurs études, s'ils n'ont plus les éléments pour pouvoir avoir un accès au numérique, sur lesquels là aussi des fractures numériques s'accroissent et sur lequel on voit l'ensemble de ces effets se majorer, on a un risque de fracture sociétale sur lequel Emmanuel Hirsch, ce matin, mettait le doigt. Je vous en lirai un extrait tout à l'heure. Oui, mais le confinement a été décidé plus tard que dans d'autres pays. Donc, pour compenser cette décision, on doit jouer à la fois sur sa dureté et à la fois sur sa durée. Pourquoi je vous vois faire non? Alors, c'est étonnant, parce qu'effectivement, sur ce point-là, lorsqu'on regarde l'intensité
du confinement, c'est ce critère-là qui était l'un des plus importants, celui dans lequel on va avoir un confinement soft, je dirais, comme c'est le cas actuellement. Il n'y a quand même que 30% de la réduction de mobilité, alors qu'on était à 85% au printemps. Et donc, cet effet-là, lorsqu'on le regarde, l'intensité par rapport à un confinement militaire qui vous impose de rester chez vous et vous serez livré de vos courses et de rations alimentaires, eh bien, dans ce domaine-là, il n'y a aucun lien entre l'intensité des confinements dans les 188 pays du monde qui ont déclaré au moins un décès de Covid et la mortalité finale. Ce qui veut dire que ce sont tous les autres paramètres qui vont rentrer en ligne de compte, beaucoup plus que celui du confinement. Or, cet aspect-là, s'il est majeur, ça veut dire que nous n'avons aucune certitude, pour l'instant, d'un quelconque effet actuel par rapport à ce que sont des effets qui sont déjà en train de se mettre en place au moment où on le met. C'est-à-dire que vous avez un ralentissement de la propagation du virus dès le mois de mars, et comme le dit Bruno Mekarban, on arrive beaucoup trop tard par rapport à ce qui aurait pu être éventuellement fait en janvier ou en février. Maintenant, on le sait, à l'époque, on ne le savait pas, donc on pouvait se dire que dans le doute, on pouvait tenter cette solution. L'OMS, je le rappelle, maintenant déconseille d'utiliser le confinement si ce n'est pour une mesure de sauvegarde qui serait une mesure d'extrême urgence, qui était le cas au début de la pandémie, au mois de février, au mois de mars. Maintenant, elle se rend compte de tous les effets qui vont être les effets économiques, qui vont être les effets de malnutrition dans le monde entier. On voit bien dans les pays d'Afrique cette détresse considérable qui n'ont pas les filets de protection sociale de nos démocraties européennes. Et on est dans des conditions dans lesquelles, là, ce risque devient majeur maintenant pour l'ensemble de la planète. Réponse. J'allais dire, c'est pourquoi, effectivement, le confinement tel qu'on l'a connu en mars-avril n'a pas été décidé. On a pris des mesures plus compatibles avec la vie économique pour permettre, plus souple, pour permettre malgré tout à une certaine partie de l'économie de fonctionner. Et on a fermé que les parties de l'économie, donc les petits commerces, les restaurants, qui pouvaient être associés possiblement à une mais dont on n'a pas la certitude certitude pour les restaurants. Alors, ça a été fait sur des études, en particulier cette étude américaine, qui a montré sur quelques très rares cas, qu'il était là. Les salles de sport, c'est l'endroit où on augmente son immunité. Au contraire, on se défend. On avait une étude américaine qui nous disait qu'au contraire, c'était des lieux de contamination. C'est l'exact contraire de ce qu'il fallait faire. La conclusion, professeur Megarban. Voilà. Donc, à mon sens, le confinement était nécessaire. Le gouvernement a choisi la bonne voie, c'est-à-dire d'un confinement pas trop dur. Effectivement, il commence à porter ses fruits. Les résultats actuellement observables sont plutôt favorables. On peut espérer que le 2 décembre, il y ait une bonne nouvelle pour les commerçants de réouverture possible. Merci, professeur Megarban, professeur Toussaint.